Bonjour, donc on va voir aujourd'hui la deuxième partie du diabète de l'enfant, la prise en charge. Alors les buts de la prise en charge de l'enfant diabétique, c'est bien sûr un bon contrôle glycémique, c'est de prévenir les complications, avoir une croissance saturo-pondérale pubertaire normale, avoir une vie proche de la normale. Donc quels sont les chiffres d'un bon contrôle glycémique? C'est selon l'ISPAD au réveil de 90 à 145 mg par décilitre. En postprandial, c'est-à-dire 2 heures après le repas, on peut aller jusqu'à 180. Au coucher, de 120 à 180. Pendant la nuit, de 80 à 160. Et on doit avoir une HbA1c, l'hémoglobine glyquée, qui doit être inférieure à 7,5 si on veut éviter les complications à long terme. Donc, quels sont les volets de la prise en charge de l'enfant diabétique? C'est en premier lieu l'insulinothérapie. On va prendre connaissance des différentes insulines. Donc, il y a les insulines humaines, c'est les anciennes insulines. Il y a l'insuline rapide et l'insuline, la semi-lente. Donc, il y a l'acte rapide que vous voyez là en flacon. Et la semi-rapide, c'est l'insulatar qu'on utilise, ces deux-là, on utilise avec un stylo, avec la seringue à insuline. Mais ça existe aussi en cartouche, donc on peut utiliser aussi le stylo rechargeable. Donc les analogues, c'est les nouvelles insulines, il y a les analogues rapides et les analogues lents. Voilà les différentes marques disponibles, l'Ispro, l'Aspar et la Glulisine. Les analogues lents, c'est la Glargine, la Détémir. Ça c'est très disponible en stylo tout prêt, jetable. Il est intéressant et important de connaître la pharmacocinétique des insulines. Donc pourquoi? Parce qu'après, c'est à partir de cela qu'on va faire l'ajustement des doses. Donc les insulines humaines. Alors la rapide, l'acte rapide qu'on avait vu, son début d'action c'est entre 20 et 30 minutes. Son pic d'action c'est entre 1 à 2 heures. Et la durée d'action c'est à peu près 6 heures. L'insuline intermédiaire, son début d'action c'est à peu près à 1h30 après l'injection. Son pic d'action c'est à peu près vers 4 heures. Et sa durée d'action, elle dure les alentours de 12 heures. Les analogues rapides. Ça commence tout de suite, dans les 5 minutes après l'injection, on commence à avoir de l'insuline dans le plasma. Le pic d'action, c'est à 1 heure et ça dure à peu près 3 à 4 heures maximum. Les analogues lents, le début d'action, c'est entre 2 et 3 heures. Il n'y a pas de pic et la durée d'action dure à peu près 20 heures. La conservation des insulines se fait au niveau du réfrigérateur, à peu près à 4 degrés Celsius, donc au niveau de la porte ou au niveau du bac à légumes. On garde les flacons, on peut garder les flacons entamés en dehors du réfrigérateur ou le stylo entamé, c'est la même chose, à l'abri de la chaleur, mais pas plus d'un mois. Alors, on va voir les injections à insuline. Alors en premier lieu, la zone d'injection. Il y a plusieurs zones au niveau des bras. La face antéro-externe des bras, au niveau de l'abdomen, on évite juste le pourtour de l'ombilic, la face antéro-externe aussi de la cuisse, on peut faire au niveau des fesses. Il est très important de prévoir les lipodystrophies et cela en adoptant une certaine manière de faire la rotation des zones d'injection. Par exemple, la même heure, on fait la même zone et par exemple, on fait les jours pairs à droite, les jours impairs à gauche. La technique d'injection, elle est très importante. On doit l'apprendre à tout enfant et sa famille. Donc, elle se fait en subcutané. Alors, la dose d'insuline usuellement utilisée, c'est entre 0,8 et 1,5 unités par kilo et par jour. Ça, c'est les doses qu'on utilise au départ. Après, bien sûr, il y a beaucoup de changements. Donc, on a la lune de miel qui elle est définie par des besoins insuliniques inférieurs à 0,5 unités par kilo et par jour. Et voilà, en général, les doses qui nécessitées par chacun, c'est-à-dire le nourrisson, c'est entre 0,5 et 0,8 unités par kilo et par jour. L'âge scolaire, c'est 1 unité kilo jour. L'adolescent, il a besoin de plus d'unités. Il peut aller jusqu'à 1,5 unités par kilo et par jour. Alors, quels sont les schémas d'insuline qu'on va utiliser? Alors, je commence par le schéma le plus utilisé et ce qu'on appelle le gold standard adopté par les sociétés savantes internationales.
et celui qui mime la physiologie de l'insuline, la sécrétion dans notre corps, c'est le basal bolus. Alors, c'est quoi le basal bolus? Comme son nom l'indique, on a une insuline basale qui va donner de l'insuline à petite dose tout le temps, jour et nuit. D'accord? Ça, c'est une lente. Et quand on avait dit qu'elle n'avait pas de pic, et elle tient les 24 heures théoriquement. Et après, à chaque fois que l'enfant veut prendre un repas, il s'injecte. Ça, c'est les bolus, comme vous voyez ici. Donc, à chaque repas, ici, il prend son injection. Ici, il va manger, il prend son injection. Ici, il mange, il prend son injection aussi. Donc, c'est ça le basal bolus. Donc, comment on instaure ce schéma? On donne la basale à peu près à 35 à 40%. Donc, c'est à peu près 0,35 à 0,4 unités par kilo. D'accord? Donc, les bolus, ça prend 60% de la dose journalière. Et on répartit comme suit. Au petit déjeuner, on donne 15%. Au déjeuner, on donne 20%. Au goûter, on donne 5%. Et au dîner, on donne 20%. Vous allez voir que c'est très, très facile. Donc, vous pouvez faire tout de suite avec moi un petit exercice pour vous puissiez calculer les doses. On va prendre par exemple un enfant de 40 kg. Alors, on prend un enfant de 40 kg et on va lui faire un basal bolus. Alors, tout simplement, 40 kg. Alors, tout le monde calcule avec moi, même si c'est pas écrit sur le cours. On le fait tout de suite ensemble. Donc, 40 kg. Alors, on va lui donner combien de lentes? On avait dit 40%. Donc, on fait 40 fois 0,4. On est bien d'accord. Fois 0,4, c'est 40%. Donc, on a 16 unités kilo. D'accord? 16 unités, pardon. 16 unités de lentes qu'on va donner en général au coucher. Maintenant, on passe au basal. On passe au bolus. Alors, les bolus, c'est les 60% restantes. Donc, on va répartir 15, 20, 5 et 20, comme on vient de dire. Donc, tout simplement, vous faites 40 pour le petit déjeuner fois 0,15. Et vous avez 6 unités. On va faire pour le déjeuner, c'est 20%. Donc, on fait 40 fois 0,2 et on a 8 unités pour le déjeuner. Le goûter, on a 40 fois 0,05, c'est les 5%. Et tout de suite, vous avez 2 unités. Et pour le dîner, c'est les 20%, c'est les 8 unités comme pour le déjeuner. D'accord? Donc, c'est très facile à instaurer. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ces bolus-là, ça c'est des doses un petit peu théoriques, mais bien sûr les doses d'insuline vont dépendre aussi de du manger de l'enfant, hein, de la diététique. Donc c'est ce que ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va calculer les hydrates de carbone, le nombre d'hydrates de carbone, et on donne en fonction de cela, on donne en fonction les unités d'insuline correspondantes, comme ça on sera en euglycémie après le repas. Bien sûr, un repas, comme vous le savez, un repas qui est riche en glucides n'est pas comme un repas qui n'est pas riche en glucides. Donc, le nombre d'unités d'insuline varie. D'accord? Et c'est ça le principe d'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, les doses sont adaptées ultérieurement selon les glycémies capillaires, la surveillance qu'on va voir. Donc, le basal bolus, son avantage, il donne beaucoup de liberté dans la vie de l'enfant et sa famille. Hein. Donc, l'enfant n'est pas obligé de tenir compte d'horaires fixes. Il peut changer un petit peu les quantités de manger. Il y a une variabilité dans les doses. Donc voilà, donc il est très pratique sur ce plan-là. Après, l'inconvénient, c'est qu'on a quand même plusieurs doses, plusieurs injections par jour. Donc, si l'enfant a 4 repas, il fait 5 injections, plus la lente, bien sûr. Et puis, s'il prend 3 repas, il fait 4 injections, 3 de rapide et 1 de lente. Voilà. Donc, ça, c'était le basal bolus. Il y a le schéma des injections, ce qu'on appelait le schéma conventionnel. Là, il utilise les humaines, les insulines humaines, comme vous avez remarqué. La rapide humaine dure un peu plus longtemps que l'analogue rapide. Donc, les répartitions des doses se font comme suit. Ce qui est très intéressant dans ce schéma, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y a que 2 injections. Donc, on prend la seringue à insuline et on prend la quantité d'insuline, la dose d'insuline de la rapide puis de la lente dans la même injection.
et ça, on fait l'injection du matin. D'accord? Et on fait la même chose le soir. Après, la répartition des doses, c'est les 2/3 de la dose, c'est-à-dire que si j'ai une unité kilo, les 2/3 de la dose sera le matin, 1/3 le soir. Comment je répartis la lente et la rapide? C'est 1/3 de rapide et 2/3 de la MPH le matin, de la dose totale du matin, et 2/3 de la rapide et la moitié rapide et moitié MPH le soir, ou 1/3 et 2/3, ça dépend. Après, c'est des ajustements bien sûr par la suite, mais en général, on commence par moitié-moitié et après on ajuste. Alors, quelles sont les indications? Bien sûr, vous imaginez bien que chez un nourrisson, il est très compliqué de lui faire 5 injections par jour. Hein. Donc là, on peut adopter ce schéma-là. Ou les patients qui refusent quand même beaucoup d'injections par jour, on peut leur proposer ça si il arrive à nous avoir un bon contrôle glycémique. Donc voilà le schéma à 2 injections. Là, comme vous voyez ici, on a la première injection ici à 8 h du matin, par exemple, et ici on a la deuxième injection à 20 h, c'est-à-dire 8 h du soir. Donc là, vous avez la rapide et vous avez la MPH. Et le soir aussi, on a une rapide et une MPH dans la même injection et la pharmacocinétique n'est pas la même, comme le montre ce schéma. Alors, il y a aussi le schéma à 3 injections, on peut l'utiliser pour certaines circonstances, notamment chez les enfants plus grands qui n'ont pas d'analogue ou qui ne sont pas assurés, etc. Donc, on peut adopter ce schéma-là, c'est-à-dire que c'est exactement le même schéma que à 2 injections. C'est-à-dire, quand vous voyez ici, à 8 h du matin, on injecte une rapide et une semi-lente, l'insulatar. Le soir, pareil, comme on avait vu, on ajoute juste à midi, on ajoute une autre rapide. Voilà, parce que l'enfant a besoin de ça, vu son âge, son alimentation, etc. Il y a aussi la pompe à insuline. Bon, avant de parler de la pompe à insuline, il faut savoir qu'il y a d'autres schémas, notamment le conventionnel intensifié, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le matin une analogue avec la MPH. Après, on ne fait pas d'injection à midi. À 16 h, selon le contrôle glycémique, on peut ajouter une analogue. Et le soir, on peut faire une analogue avec une analogue rapide et une analogue lente. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que on a à notre disposition plusieurs types d'insuline qu'il faut bien connaître leur pharmacocinétique. Et à partir de là, adapter le schéma à chaque famille, à chaque vie de famille, à chaque vie d'enfant. Et c'est un petit peu comme une petite cuisine qu'on peut faire. L'essentiel que ça correspond bien à la famille et qu'on obtienne un bon contrôle glycémique. Voilà. Donc il y a aussi la pompe à insuline qui démarre aussi en Algérie. Donc elle est très intéressante surtout chez le nourrisson parce qu'il fait beaucoup d'hypoglycémie. On ne peut pas contrôler aussi ses repas, hein, et il tète. Donc la pompe est une très bonne alternative. Elle utilise une analogue rapide qui est diffusée tout le temps à un débit basal et puis qu'on injecte le bolus à chaque fois qu'on a envie, comme vous voyez ici. Bien, donc on passe à l'autosurveillance glycémique. Donc le carnet de surveillance de l'enfant est très 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 important. La glycémie capillaire, elle est indispensable 3 à 4 fois par jour, en changeant les horaires de manière à contrôler, l'effet de tous les types d'insuline, d'accord? On a aussi, ça c'est les appareils de contrôle glycémique capillaire. On a aussi le CGM, c'est la mesure continue de glucose comme le freestyle. On a aussi la surveillance de la chimie d'urine, elle est très très importante le matin à jeun et quand il y a une hyperglycémie supérieure à 2,5 pour guetter les cétones et éviter que l'enfant évolue vers une cétose ou une acétose. Donc voilà un exemple de carnet de surveillance, c'est très important de le remplir, c'est à partir de là qu'on ajuste les doses, qu'on ajuste la diététique, que l'enfant connaisse sa maladie et sa famille aussi. Donc quand vous voyez ici, je sais pas, voilà, elle est là la flèche. Quand vous voyez ici, on a le petit déjeuner, le déjeuner, ici il y a le goûter, c'est pas écrit, et ici il y a le dîner. Donc on a l'insuline d'avant le repas, la glycémie d'avant le repas, on a l'insuline et la glycémie 2 heures après. Et c'est comme ça qu'on va ajuster par la suite les doses d'insuline. Donc là, c'est une page du carnet de surveillance, du carnet d'éducation qu'on a dans notre service. Et c'est le tableau qu'on adopte.
Alors, l'adaptation des doses. Il y a plusieurs types d'adaptation des doses. Il y a l'adaptation rétrospective, bien sûr selon les glycémies des jours antérieurs, comme selon le carnet qu'on vient de voir, et selon la pharmacokinétique de chaque insuline. Donc, l'insuline rapide, c'est par exemple, quand c'est une analogue, ou même si c'est une humaine, c'est la glycémie de 2 heures après le repas. C'est comme ça qu'on ajoute la rapide. Et la lente, en général, elle est reflétée par la glycémie du réveil. Il y a aussi l'adaptation anticipatoire, c'est-à-dire quand l'enfant sait qu'il va avoir, par exemple, il va faire du sport, donc il va diminuer la dose avant d'aller faire du sport, c'est-à-dire on anticipe. Si l'enfant il va prendre un repas copieux, donc il va augmenter les doses d'insuline, d'accord, pour éviter des hyperglycémies. Alors, il y a aussi l'adaptation compensatoire, c'est-à-dire que voilà, l'enfant n'a pas anticipé, il se retrouve en hyperglycémie, et là on est obligé de faire ce qu'on appelle un appoint, c'est pour faire une correction et ne pas laisser l'enfant en hyperglycémie. Donc, ces corrections-là sont basées sur ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. C'est quoi la sensibilité à l'insuline? C'est-à-dire qu'une unité d'insuline, elle fait baisser chez un enfant X de combien la glycémie. D'accord? Donc c'est ça la sensibilité à l'insuline, ça se calcule à partir d'une formule que je ne vais pas vous encombrer avec, ou à partir du carnet, on peut la déduire si l'enfant ne mange pas, donc une mini épreuve de jeûne, donc on peut faire ça. Et sinon, en gros, on peut adopter cela, c'est-à-dire que si la dose est inférieure à 5 unités, on peut faire des changements, augmente ou on diminue de 0,5 unités. Voilà. Et si la dose est entre 5 et 15 unités, on change de 1 unité. Et si la dose est supérieure à 15 unités, on augmente ou on diminue par 2 unités. D'accord? J'espère que c'est compris. Voilà. Le deuxième volet de la prise en charge de l'enfant diabétique, c'est la diététique, bien sûr, qui dit diabète. C'est très très important de prendre soin de sa diététique parce que l'équilibre glycémique est directement en relation avec ce que mange l'enfant. Donc, l'enfant, bien sûr, c'est un organisme qui est en pleine croissance, donc on fait très attention à cela. Donc, le régime alimentaire adopté doit être équilibré, il doit être normocalorique. Et la composition, elle est les glucides de 50 à 60%. Bien sûr, on évite tous les glucides artificiels et d'absorption rapide. Les protéines de 10 à 20% et les lipides à 30%. Et bien sûr, les fibres sont aussi importantes. Donc, le troisième volet, c'est l'éducation thérapeutique. Elle est fondamentale, elle est la pierre angulaire, tout ce que vous voulez, parce que si on fait le meilleur schéma du monde, les meilleurs calculs du monde, je sais pas moi, la meilleure diététique du monde. Et si on n'apprend pas à l'enfant et à sa famille comment prendre en charge son diabète, jamais on va obtenir des chiffres glycémiques corrects et un bon contrôle glycémique, jamais, jamais. Et donc, il faut porter une attention très particulière à cette éducation thérapeutique qui doit se faire par tout le monde, le médecin, les infirmières, les diététiciennes. Bien sûr, normalement, il y a des infirmières spécialisés dans l'éducation thérapeutique, c'est les éducateurs. C'est très important. Alors c'est quoi cette éducation? C'est tout simplement tout apprendre à l'enfant et à sa famille. Tout. Mais alors là, tout. À commencer ce qu'on vient de dire sur les insulines, la pharmacokinétique des insulines, comment ils agissent, comment faire la technique ou faire la technique d'ingestion, les endroits des injections, comment faire quand on a un repas copieux, comment faire si on doit voyager, comment faire si on doit avoir un repas copieux, enfin tout quoi. Tout, comment tenir son carnet, comment écrire les explications, comment faire en cas d'hypo, en cas d'hyper. Enfin, il doit tout savoir parce qu'il va vivre avec ce diabète-là à tout moment et à chaque seconde. Donc l'activité physique, elle est très importante dans le diabète. Il ne faut jamais faire de dispense aux enfants diabétiques pour qu'ils ne fassent pas de sport. Au contraire, il faut les encourager à le faire et leur donner une éducation bien sûr spécifique pour cette activité physique pour qu'ils ne se retrouvent pas en hypoglycémie ou en hyperglycémie.
La prise en charge psychologique. Alors, il faut savoir que le diabète est une pathologie très lourde et que, en général, la majorité des enfants vont développer un état psychologique un petit peu difficile qui va entraver sérieusement la prise en charge de son diabète. Donc, prise en charge psychologique s'impose pour éviter cela justement. Donc, une fois qu'on a pris en charge l'enfant, on a instauré son schéma, on a calculé les doses, on a fait la surveillance, on lui a tout appris, on l'a appris psychologiquement, on lui a appris comment la diététique, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, à quelle quantité, etc. Là, on va suivre cet enfant par la suite. Alors, le suivi par la suite, il est important. Il sera clinique par tous les paramètres cliniques, notamment la croissance saturo-pondérale, pubertaire, rechercher les lipodystrophies, l'état bucco-dentaire aussi, il est important. On ne doit pas laisser l'état bucco-dentaire s'altérer plus que s'altérer. Donc, on va rechercher les vulvites et on regarde aussi le cahier et on analyse les chiffres glycémiques. Bon, la surveillance paraclinique, bien sûr, c'est l'hémoglobine glyquée chaque 2 à 3 mois. On doit faire un fond d'œil, puis après 5 ans, un fond d'œil, puis après 5 ans au départ. Quoique c'est pas une nécessité, c'est pas tout le temps qu'on le fait au départ, c'est pas nécessaire. On commence à le faire en général après 5 ans d'évolution, puis chaque année. On recherche la microalbuminurie, c'est très important. On fait aussi le Doppler des vaisseaux du cou, des membres, le bilan lipidique, le pistage des maladies auto-immunes associées. Ça, il est important de le faire parce que, comme vous savez, le diabète est une maladie auto-immune, donc en général, on peut retrouver dans un grand pourcentage de cas d'autres maladies auto-immunes associées, notamment la maladie cœliaque en premier lieu. Après, on a les dystéroïdies, l'hyperlipo, le vitiligo, la silence urinalienne, la maladie d'Addison, etc. Alors maintenant, on va voir la prise en charge des accidents aigus. Alors en cas d'hypoglycémie, elle est définie par une glycémie inférieure à 0,7 g par litre. Donc on doit reconnaître les signes précocement, on doit apprendre cela à l'enfant. Et là où il doit reconnaître les signes d'hypoglycémie et les reconnaître assez tôt. Dès que ça commence, par exemple, un tremblement, où il commence à avoir une fatigue, une faim, un truc comme ça, il doit tout de suite penser à l'hypoglycémie et éviter que ça ne s'aggrave. Donc on doit la prendre en charge rapidement, bien sûr. Le glucagon, c'est trouble neurologique. On doit identifier la cause pour éviter de nouveaux épisodes. Alors, je vais vous montrer, voilà une page de notre livre d'éducation. Donc là, comme vous voyez, on apprend à l'enfant quoi faire. Donc, premièrement, il ne doit pas attendre. Comme vous le voyez ici, c'est écrit en arabe. Deuxièmement, il doit s'asseoir, arrêter toute activité physique pour éviter que la glycémie baisse encore. Il doit se calmer, il doit prendre sa glycémie, si c'est possible, si ce n'est pas très grave, sinon on le resucre tout de suite. Donc le resucrage, on leur apprend, voilà comment il se fait. Il se fait avec un morceau de sucre, pardon, voilà, un morceau de sucre pour 20 kg, voilà comme on voit ici, donc c'est la cuillère à 5 grammes, un morceau de sucre pour 5 kg. Il y a aussi ce qu'on leur donne en ce moment, c'est des dosettes de sucre là, qui sont bien enveloppées, pesées à 5 grammes, etc. C'est très pratique, que l'enfant doit porter sur lui tout le temps. Donc voilà, il attend quelques minutes, 4 à 5 minutes, et après il redose sa glycémie, et si elle est augmentée, c'est bon. S'il est loin des repas, il doit prendre une petite collation pour éviter que la glycémie ne redescende, sinon il prend ce repas normalement. Donc voilà toute l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation qu'on fait pour les enfants diabétiques. Alors, avant la conclusion, je reviens vers l'hyperglycémie. Alors, l'hyperglycémie, c'est bien sûr une glycémie supérieure à 1,5. L'hyperglycémie majeure, c'est supérieur à 2,5 g. Donc, à ce moment-là, il faut absolument faire la bandelette urinaire pour rechercher les corps cétoniques. Et là, on doit donner 1/10 de la dose totale d'insuline s'il n'y a pas de corps cétonique et 1/5 s'il y a des corps cétoniques. Donc, voilà
la prise en charge de l'enfant diabétique. On continue avec la prise en charge du diabète et on va voir la prise en charge de l'acidocétose diabétique chez l'enfant. Donc la définition de l'acidocétose, c'est l'acidocétose diabétique qui est définie par un manque d'insuline majeur qui va entraîner une hyperglycémie supérieure à 2 grammes par litre, une glucosurine, une acidose avec un pH inférieur à 7,3 et les BICA inférieurs à 15 mg par litre, une cétose qui est définie soit par une cétonémie positive, soit par une cétonurie à 3 croix. Donc je vous invite à revoir le schéma de la physiopathologie dans le premier cours du diabète, c'est très important parce que la prise en charge va en découler directement. Donc quels sont les objectifs thérapeutiques de notre prise en charge? C'est bien sûr de corriger la déshydratation afin que l'insuline puisse diffuser bien et avoir ses effets, corriger l'acidose et faire disparaître la cétose, ramener la glycémie progressivement, c'est très important, progressivement près de la normale. Donc notre objectif de glycémie dans l'acidocétose, c'est dans les alentours de 1,8-2 g par litre. Éviter les complications du traitement, identifier et traiter tous les facteurs aggravants et éviter la récidive par une bonne éducation par la suite. Alors les moyens qu'on va utiliser, c'est les solutés, du sérum salé isotonique, du sérum bicarbonate si nécessaire, du sérum glucosé du 5 et du 10%, avec les électrolytes du KCl, du NaCl, du gluconate de calcium et du sulfate de magnésium. On a besoin aussi d'insuline. La seule insuline qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est l'insuline rapide, que ce soit l'humaine ou l'analogue, qu'on va utiliser par voie intraveineuse. Bien sûr, l'acidocétose diabétique, c'est une urgence, c'est une catastrophe métabolique, c'est une urgence métabolique. Donc, comme toute urgence, on doit mettre l'enfant en condition, avec libération des voies aériennes supérieures si l'enfant est inconscient, la position de sécurité, les 2 voies d'abord, l'oxygénothérapie, les sachets collecteurs d'urine, les antibiotiques s'il y a une infection. On ne donne jamais à boire. Tant qu'on donne en IV, on ne donne pas à boire. C'est très important de respecter cela. On fait un monitoring avec une fiche de surveillance avec toutes les constantes vitales. On fait un bilan biologique comportant la glycémie, les électrolytes, les gaz du sang, le bilan rénal, l'osmolarité, forme une numération sanguine, par la suite une hémoglobine glyquée, une chimie urinaire. Si possible, on fait une cétonémie. Il y a des bandelettes spécifiques pour cela. Et on calcule le trouille anionique. L'anatrémie corrigée pour la perfusion. On doit calculer la calémie et l'anatrémie corrigée. Vous trouverez les formules en fin de cours. Donc, avant de commencer le traitement, il y a quelques points qui méritent à être signalés. Premièrement, on doit parler de l'hypocalémie. Elle peut être marquée au début par masquée au début par l'acidose, donc d'où le calcul de la calémie corrigée qui est en fonction du pH, et n'apparaît qu'après les premières heures du traitement. Il faut faire attention à ce point-là, de bien surveiller la calémie et les signes ECG de l'hypocalémie. Même en présence d'une calémie normale, il ne faut pas surseoir à l'administration de potassium car le sodium accumulé dans les cellules n'en sortira que si l'on apporte du potassium. Donc voilà le schéma qu'on va adopter. Il faut savoir qu'il y a, on va dire, plusieurs schémas, essentiellement 2 schémas. Il y a le schéma de Necker, c'est un hôpital en France, à Paris, qui utilise les solutés et l'insuline par 2 voies différentes et par pouce seringue. D'accord? Donc il y a le deuxième schéma, il est plus ancien, c'est le schéma de l'Estradé, celui qu'on va exposer ici. Donc, ce schéma-là comporte 2 phases. La première phase, c'est les 2 premières heures. Et la deuxième phase, de 2 heures à 24 heures, sachant que le schéma, en général, il tient 24 heures, voire 48 heures, voire 72 heures. Ça dépend de la gravité de l'acidocétose au départ. Donc, les 2 premières heures, on va perfuser du sérum salé isotonique. D'accord? Donc, s'il y a un collapsus, on doit d'abord lever le collapsus comme tout collapsus. Une fois le collapsus levé, qu'est-ce qu'on va faire? On donne la première heure 30 cc par kilo de sérum salé isotonique. La deuxième heure, on donne 20 cc par kilo
de sérum salé isotonique. Dans tous les cas, on ne dépasse pas 500 cc par heure. D'accord? Donc, et on arrête la perfusion de sérum salé isotonique si la glycémie baisse au-dessous de 2,5 g par litre. L'insulinothérapie. Dans les solutés à raison d'onde de l'insuline, à raison de 22 unités par litre, soit 11 unités par 500 cc de sérum salé isotonique. Donc la tubulure doit être rincée avec ce liquide-là, 150 cc de cette soluté. Donc, l'insulinothérapie à la première phase est discutée, on peut la mettre comme on peut ne pas la mettre. Donc, la deuxième phase, elle comporte une réhydratation. Elle consiste à donner du sérum salé isotonique à 0,9% pour 1000, si la glycémie reste supérieure à 5 grammes par litre, ou du sérum glucosé à 5% si la glycémie est entre 5 et 2,5 grammes, ou du sérum glucosé à 10% si la glycémie est moins de 2,5 grammes par litre, à raison de 3 litres par mètre carré. Total des liquides par 24 heures ne doit pas dépasser les 4 litres par mètre carré, plus les électrolytes. D'accord? Donc, dans cette phase, si je dois résumer ce que je viens de lire, on va donner différentes solutés, c'est-à-dire soit du sérum salé isotonique, soit du sérum glucosé à 5%, soit du sérum glucosé à 10%, et cela selon la glycémie du moment. Voilà, donc ça va dépendre de la surveillance. Donc si la glycémie est très élevée, supérieure à 5, on va donner du sérum salé isotonique. Si la glycémie était entre 5 et 2,5, on donne du G5, et si la glycémie baisse au-dessous de 2,5 grammes, on doit donner du G10. Donc, et les quantités, c'est 3 litres par mètre carré. Sont dépassés les 4 litres par 24 heures. Donc, on doit donner aussi les solutés du KCl à 3 grammes par litre, du NaCl 2 grammes par litre, du gluconate de calcium à 1 gramme par litre, du sulfate de magnésium à 0,5 grammes par litre. Donc, comme vous voyez, il y a une petite supplémentation déjà de KCl dans cette réhydratation. Alors, l'insulinothérapie, c'est comme dans la première phase, on donne 22 unités par litre, soit 11 unités dans chaque sachet de 500 cc de soluté. Chez le nourrisson, je dois signaler qu'on doit donner la moitié de cette quantité d'insuline. Alors, si la kaliémie corrigée est inférieure à 2, c'est-à-dire au début du schéma, si votre kaliémie corrigée est basse, moins de 2,5 mg par litre, ou si vous n'avez pas le gaz du sang et votre ECG vous montre des signes d'hypocalémie, notamment des ondes de T plates, donc là, on doit faire une supplémentation en potassium déjà dès le début à 0,60 g de KCl dans chaque 500 cc de soluté. Voilà. Donc ça, c'était le schéma. Il faut faire très attention à ce schéma-là. Donc, c'est vrai que l'acidocétose est une urgence, mais on doit faire le schéma de manière lente. C'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter, il faut aller lentement et sûrement avec faire de bons calculs et bien surveiller les quantités de liquide, la glycémie et la kaliémie, comme on vient de voir, ce sont les 3 paramètres à bien surveiller, c'est très important. Maintenant, les complications en général dans l'acidocétose, assez souvent sont iatrogènes, pas toujours, mais assez souvent sont iatrogènes, notamment l'œdème cérébral. Cet œdème cérébral qui va survenir si l'acidocétose est très grave dès le départ, il peut exister dès le départ, mais en général, il vient par la suite. Et si on dépasse, bien sûr, les liquides par 24 heures, comme on l'a vu dans le schéma, il y a toujours des garde-fous. Donc, je vous dis, voilà, il ne faut pas dépasser 500 cc par heure, il ne faut pas dépasser 4 litres par 24 heures, etc. Donc, il faut respecter cela pour ne pas occasionner l'œdème cérébral qui est très grave chez l'enfant, chez qui on traite l'acidocétose. Donc, l'œdème cérébral se déclare dans les 4 à 12 premières heures après le traitement. Il est souvent iatrogène, mais a été décrit avant le traitement. Alors là, les signes cliniques de l'œdème cérébral, c'est des variations dans l'état neurologique. L'enfant devient agité, somnolent, irrité. On a une altération secondaire après une amélioration initiale. On va avoir des céphalées, une bradycardie, des vomissements, signes d'HIC, atteinte neurologique spécifique. On peut avoir
de paralysie des nerfs crâniens, en respiration de type neurologique, tachypnée, apnée, Cheyne-Stokes. Donc on peut avoir une augmentation de la tension artérielle, diminution de la pression d'oxygène, artérielle de l'oxygène. Donc la prise en charge, elle doit être très rapide. Dès la suspicion du diagnostic, il faut surélever la tête et réduire les perfusions de moitié d'emblée. Dès qu'on suspecte l'œdème cérébral, il faut faire je réduis mes débits, tous les débits de perfusion et d'insuline de moitié. Je donne du magnétol à 1 gramme par kilo en IV en 20 minutes. On refaire s'il n'y a pas de réponse une demi-heure à 2 heures après. Bien sûr, il faut transférer en unité de soins intensifs et faire le scanner une fois qu'on a débuté la prise en charge. Les autres complications, c'est l'hypo et l'hyperglycémie. D'accord, donc ça, c'est il faut gérer les débits. On avait dit échanger les solutés en fonction de la glycémie horaire. L'hypocalémie, donc elle est suspectée devant l'apparition d'une paralysie flasque réflexique, des troubles du rythme. Elle est confirmée par la calémie corrigée qui est inférieure à 2,5 mètres par litre. Et à l'ECG, on a des signes spécifiques, notamment l'aplatissement de l'onde de T, l'apparition des ondes U, le sous-décalage ST, allongement du QT et autres troubles du rythme. Donc on va rajouter du potassium à raison de 20 mètres par litre de soluté. Donc voilà les formules dont je vous avais parlé, la natriémie corrigée qui est variable en fonction de la glycémie, comme vous voyez, et la calémie corrigée qui est variable en fonction du pH. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite très bon courage. Si vous avez des questions, je vous donnerai mon email, comme ça vous m'enverrez vos questions. Et voilà, merci, au revoir.